Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette visioconférence d'information sur le programme d'échange d'assistants de langue. Alors, j'attends encore, je vois que vous êtes environ 80 personnes connectées aujourd'hui, donc merci beaucoup pour votre intérêt pour notre programme. Voilà, donc ça va être 1 heure ensemble, un moment de partage et d'information sur le programme d'échange d'assistants de langue et notamment le volet assistant de langue française à l'étranger. Moi, je suis Jenny Buck, je suis la directrice adjointe de notre service et je suis ici aujourd'hui avec toute l'équipe pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc justement, vous n'avez pas de micro, donc vous n'allez pas pouvoir, pendant cet événement direct, nous poser vos questions, mais bien sûr, vous allez pouvoir écrire toutes vos questions dans la partie questions et réponses que vous pouvez voir. Et bien sûr, si vous voyez passer des questions qui vous intéressent, vous pouvez aussi mettre un like, un aimer, et comme ça, à la fin, nous saurons quelles questions sont peut-être les plus pertinentes. Et on aura un moment à la fin pour, en effet, échanger sur toutes vos questions qui ont été relevées pendant toute la séance. Voilà, donc on va commencer avec une présentation du programme. Voilà, d'abord FEI, France Éducation Internationale, qui sommes-nous? Alors, nous sommes un opérateur, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et nous sommes chargés de la coopération éducative et linguistique de la France dans le monde avec 3 domaines principaux d'activité que vous pouvez voir à l'écran. Donc, bien sûr, la coopération éducation et formation, l'appui à la diffusion de la langue française, excusez-moi, et bien sûr, ce qui nous concerne plus particulièrement à la fois pour notre équipe et pour cette séance d'information, la mobilité internationale. Vous êtes donc aujourd'hui avec moi et avec toute l'équipe que vous allez pouvoir entendre à l'instant. Donc, nous sommes un service de plusieurs personnes qui pilotent et qui suivent pour France Éducation Internationale le programme d'échange d'assistants de langue. Donc, vous voyez à l'écran tous nos zones et voilà l'espace linguistique que nous gérons. Avec nos adresses électroniques et bien sûr, nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions tout au long de l'année. Donc, je vais donc maintenant passer la parole à ma collègue Marine pour qu'elle puisse poursuivre et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions tout au long de la séance dans le chat et après, à la fin, nous avons aussi un moment d'échange. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Jenny. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marine Bigot-Tessier et je suis ravie d'être avec vous en ligne ce midi pour ce moment de partage sur le programme des assistants de langue française. Je gère, moi, ce programme d'échange avec plusieurs pays hispanophones, dont le Mexique et l'Espagne. Nous serons donc peut-être amenés à échanger par la suite si ces 2 pays vous intéressent. Alors, je vais vous donner quelques éléments de présentation sur le programme. Le programme donc a été créé il y a longtemps, en 1905, à l'initiative de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, il permet à environ 1500 jeunes par an de partir à l'étranger enseigner le français. Nous proposons environ 35 destinations qui se situent sur les 5 continents. Ainsi, en fonction de vos envies, de votre projet, de votre profil, vous pourrez partir pas trop loin de la France, en Europe, ou plus loin en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ou même encore plus loin en Océanie. Alors, je vais vous présenter le rôle d'un assistant de langue. L'assistant de langue, il travaille en appui, en secondant les professeurs de français. Il n'est donc pas responsable de la classe. Il peut intervenir en classe entière en présence du professeur ou parfois prendre de petits groupes à part, mais toujours sous la responsabilité d'un professeur. Et votre rôle principal, on va dire, en tant qu'assistant, sera d'améliorer les compétences en communication des élèves, notamment à l'oral. La place de l'oral est vraiment prépondérante dans la mission de l'assistant, car en tant que locuteur natif et du fait de votre jeune âge, vous allez pouvoir être proche des élèves et les encourager à s'exprimer oralement.
Vous pouvez aussi apporter une dimension ludique à l'apprentissage du français et aborder des thèmes socioculturels qui susceptibles d'intéresser les enfants, les adolescents. Et donc, à ce titre, vous serez un jeune ambassadeur de la langue et de la culture française et francophone dans votre pays d'accueil. Je vais vous donner quelques exemples d'activités que vous pourrez mettre en place parce que, effectivement, vous allez assister l'enseignant en classe, mais vous pouvez aussi mettre en place différents projets en fonction de vos intérêts et en lien, bien sûr, avec le professeur référent et l'établissement d'accueil. Donc, vous serez encouragé à mettre en place des activités qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à un enseignement plus classique qui sera, lui, dispensé par le professeur de français. Donc, par exemple, des ateliers de conversation avec des petits groupes d'élèves, des ateliers d'initiation à la culture française, sur la musique, le cinéma, des cours de cuisine, ou encore animer un club de théâtre ou de cinéma. Et vous pourrez aussi contribuer à la production de matériel pédagogique. Alors, pour l'assistant de langue française, il y a de plusieurs bénéfices sur le plan professionnel et personnel. Sur le plan professionnel, ce programme va vous permettre de bénéficier d'une mobilité internationale de longue durée, encadrée et rémunérée. Il vous permet ainsi d'améliorer votre connaissance aussi de la culture et de la langue du pays choisi. Et c'est une véritable immersion dans le monde du travail par rapport à un échange plus académique, puisque vous allez vous allez travailler dans un établissement au sein d'une équipe éducative. C'est une expérience pédagogique qui peut être précieuse pour les futurs enseignants parmi vous, mais pas uniquement. Cette expérience donne aussi plein d'autres compétences pour d'autres projets de carrière, notamment l'adaptation à un contexte de travail particulier, la flexibilité. Donc, ce sont des compétences que vous pourrez ensuite valoriser sur votre CV. Et sur le plan personnel, vous allez pouvoir vraiment vous enrichir puisque à travers cette expérience, vous allez rencontrer beaucoup de gens. Vous allez apprendre donc beaucoup sur la culture et la langue du pays, mais vous verrez aussi que vous allez apprendre beaucoup sur votre propre langue et votre culture en les enseignant. Et c'est vraiment ce qui rend cette expérience extrêmement enrichissante et unique. Et pour l'établissement d'accueil, il y a également de nombreux bénéfices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour le professeur référent, vous allez vraiment être une personne ressource sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour la pratique de l'oral, pour la prononciation, pour intégrer de l'authenticité dans la classe et pour éveiller la curiosité des élèves. Vous allez participer finalement à l'amélioration du niveau des élèves en français. Et plus largement, votre présence va apporter une dimension internationale à l'établissement dans lequel vous serez. Et c'est l'ensemble de la communauté éducative qui pourra bénéficier de votre présence. Donc voilà les principaux objectifs et bénéfices du programme. Et je passe maintenant la parole à ma collègue Hayley Redhead qui va vous donner plus de détails sur comment ça se passe en pratique pour devenir assistant de langue française à l'étranger. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous lors de cette visioconférence. Comme Marine a dit tout à l'heure, je m'appelle Hayley Redhead, je me présente rapidement. Je suis chargée de coopération internationale et je suis aussi chargée de la gestion du programme d'échange des assistants de langue entre la France, le Canada, les États-Unis et l'Inde. Alors, je vais vous parler un petit peu des critères d'éligibilité. Alors, vous voyez à l'écran que nos critères généraux sont simples, clairs, faciles à suivre. Et c'est vraiment général.
Ces critères peuvent varier, bien entendu, de destination en destination, de pays en pays. Donc, nous vous conseillons vivement de consulter les fiches destination qui sont disponibles sur notre site Internet, le site Internet de France Éducation Internationale. Donc voilà, on va passer à l'autre diapo. En pratique, vous avez la possibilité, bien sûr, de formuler vos vœux régionaux ou vœux de ville pour la plupart des pays. Et cela dépend aussi du pays et du nombre de postes qui sont proposés dans telle ou telle ville ou région. Vous voyez bien que les assistants de langue française sont rémunérés. Cela veut dire que cette expérience, ce programme, constitue vraiment une expérience professionnelle. Le montant du salaire, cela peut dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, le coût de la vie dans le pays ou la ville cible. Et vous pouvez encore consulter les fiches destination pour les informations un peu plus détaillées par rapport au salaire, aux bourses et aussi les prises en charge éventuelles ou voilà, vous voyez ici que les frais de logement des repas sont aux frais de l'assistant, sauf pour les États-Unis et la République populaire de Chine. Donc vraiment, c'est les pays et les destinations, pardon, qui fixent leurs critères et aussi leur salaire, leurs frais voilà, leur prise en charge, etc. Donc, consultez nos fiches pays, nos fiches destination pour plus d'informations. Si on peut passer à l'autre slide. En règle générale, nous savons que nos candidats pour le programme d'échange d'assistants de langue ne sont pas forcément des professeurs ou formés pour être professeurs ou enseignants. Donc, c'est pour cette raison que nous vous proposons une formation en ligne et gratuite qui dure à peu près 3 heures pour préparer votre mission en tant qu'assistant de langue française. Cette formation porte sur les rôles et les missions de l'assistant de langue française au sein de leur établissement, ainsi que des pratiques pédagogiques et autres. Et pour y accéder, il suffit de vous inscrire sur FEI+, qui est notre plateforme de formation ouverte et à distance de France Éducation Internationale. Voilà, donc pour vous inscrire, c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que vous pouvez avoir aussi un badge de connaissance à la fin de cette formation, de ce cours. Et aussi, les témoignages. Alors, si vous hésitez à vous lancer dans cette aventure, vous avez des doutes, c'est normal. C'est normal d'avoir un peu peur de partir, de quitter votre famille, votre pays. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des questions ou voilà, vous voulez savoir, vous avez des doutes sur le côté enrichissant sur le plan professionnel et pédagogique et personnel de ce beau programme, nous avons à votre disposition des témoignages sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, des témoignages écrits et des témoignages vidéo. Donc, je vous invite vraiment à les consulter pour voir, et les expériences des autres assistants de langue qui sont déjà partis. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je cède maintenant la parole à Palina, ma collègue. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de votre présence aujourd'hui à cette conférence. Moi, je m'appelle Paulina Levkina, je me présente aussi rapidement. Je suis en charge des pays anglophones, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les pays dans les Caraïbes. Et je vais vous parler de comment poser votre candidature. Tout d'abord, la campagne de recrutement pour les années 2024-2025 sera ouverte du 11 janvier jusqu'à 11 mars 2024. Et c'est assez facile de déposer la candidature. Ça se fait sur notre plateforme Adel. Sur la plateforme, vous allez poser votre candidature et remplir 5 rubriques, dont vos informations personnelles, votre formation. Vous allez devoir choisir votre destination et puis vos atouts, dont vos lettres de motivation. Il est important de noter que les certifications et les résultats à des tests de langue ne sont pas obligatoires
et ne sont pas suffisants pour valider votre inscription. Vous devez obligatoirement passer un entretien avec votre professeur évaluateur. Et donc la 5e rubrique, c'est justement l'évaluation qui est faite par votre professeur. Sur notre site internet, nous mettons à votre disposition les consignes pour postuler. Vous allez trouver, vous voyez le lien sur la slide. Et il y a également un tutoriel d'utilisation de notre plateforme Adel qui est également à votre disposition sur notre site internet. N'hésitez pas également à nous contacter par courriel si vous avez des questions sur le dépôt de votre dossier. Et je passe la parole à ma collègue Nelly Mousse. Merci. Merci Paulina, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Nelly Mousse et je suis chargée de coopération internationale sur les pays l'Estonie, Malte, Norvège et la Pologne. Alors déjà mes collègues vous ont informé, vous ont donné pas mal d'informations, donc ça va être un petit rappel. Toutes les fiches destination, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Il y a plus de 30 destinations qui sont proposées aux assistants de langue française chaque année. Et puis, donc, comme l'a dit ma collègue Hayley, sur ces fiches destination, vous allez retrouver tous les renseignements qui concernent vos conditions de travail, hein, la durée, la rémunération et puis éventuellement la protection sociale. Enfin voilà, toutes ces informations sont expliquées dans les fiches destination. Alors, ces conditions, attention, elles changent d'une année sur l'autre, donc consultez les fiches régulièrement. Donc ça, c'était pour ce qui concerne, on va dire, avant votre départ. À la fin de votre mission d'assistanat, donc là, c'est ce qui concerne l'attestation de participation, vous aurez quelques petites démarches à faire. Notamment une enquête de satisfaction que nous vous adressons généralement en cours d'année, tout simplement parce qu'on souhaite maintenir la qualité de ce programme et s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est une enquête de satisfaction qui nous est très, très utile. Donc, on vous remercie par avance de bien vouloir la renseigner. Et puis, pour ce qui concerne vos démarches administratives, hein, vous savez que on est un pays où les démarches administratives sont assez importantes. Il faudra en faire quelques-unes avant de quitter votre établissement scolaire d'affectation. N'oubliez pas, ça va vous être utile par la suite, de demander une lettre de recommandation qui doit être établie ou par le chef d'établissement et ou par le professeur ou les professeurs avec lesquels vous serez amené à travailler. Une attestation de service accompli à l'étranger, donc ça aussi c'est très important. Et puis, si vous étiez en poste dans un pays de l'Union européenne, n'oubliez pas, si vous devez vous inscrire à Pôle emploi, de faire les démarches nécessaires auprès de Pôle emploi. Là, c'est vraiment des indications que l'on vous donne. Nous ne sommes pas en lien avec Pôle emploi, mais voilà, ce sont des conseils que l'on vous donne pour à l'issue de votre séjour à l'étranger en tant qu'assistant de langue. Et puis, je vais revenir un peu avant ou au moment où vous allez vouloir vous inscrire. Au niveau de la reconnaissance de ce séjour, sachez qu'il y a certaines universités qui reconnaissent ce séjour à l'étranger par la validation de l'expérience. Donc, renseignez-vous auprès de votre département ou du service des relations internationales pour connaître les modalités et le caractère de cette reconnaissance de votre séjour en tant qu'assistant de langue. Voilà, et puis donc je passerai ensuite sur les réseaux sociaux qui doivent se trouver à la diapositive suivante. Merci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'on est quand même assez présent sur pas mal, on a pas mal de comptes. Ma collègue Hayley tout à l'heure vous parlait de YouTube. Si vous avez voilà, des petits doutes ou trouver l'inspiration et la motivation pour partir sur YouTube, notre canal YouTube, on a plein de témoignages très intéressants. N'hésitez pas aussi
voilà, nous suivre sur nos différents comptes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page LinkedIn pour intégrer le réseau des assistants de langue. Et puis, j'en profite pour vous dire que voilà, sur ces réseaux sociaux, on fait plusieurs publications pour promouvoir le programme, pour donner des informations pratiques sur le programme, mais aussi des événements que l'on organise dans le cadre de la promotion du programme, et notamment le prochain événement que nous allons organiser sera le 7 décembre. Il s'agira de la première édition de la Journée internationale des assistants de langue, et donc voilà, une façon de célébrer et d'honorer et de mettre en valeur tout le travail que les assistants de langue font et qui est extrêmement important pour l'enseignement de la langue française à l'étranger, mais également pour les assistants de langue étrangère en France. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et nous sommes à disposition et nous espérons que vous serez nombreux à participer au programme, un programme qui est très riche et très personnellement et professionnellement. On ne s'est pas présenté à fond, mais on est plusieurs à l'Institut, à FEI, à avoir été assistant de langue, et donc voilà, on peut vous dire que c'est une très très belle expérience. Voilà, je me tais. Et je cède la parole à Aloïs. Merci beaucoup Nelly, merci à toutes. Bonjour à tous, merci d'être ici. Voilà, il y a eu pas mal de questions dans le question-réponse, questions auxquelles on répond au fil de l'eau. N'hésitez pas à continuer de les poser, à lire également peut-être celles qui ont été posées. On va en reprendre quelques-unes à l'oral. Et voilà, intervenir tour à tour de notre côté. Pour compléter mes collègues, je suis aussi une ancienne assistante de langue et voilà, je travaille maintenant pour ce programme, et j'étais pour ma part en Suisse allemande il y a 10 ans, assistante de langue française. Il y a eu plusieurs questions. Alors là, voilà, je ne sais pas si Jenny ou Jules veulent prendre la parole sur la question de l'évaluation. Quel type d'évaluation est demandé pour le niveau de langue, voilà, selon le pays où on va, ou éventuellement son statut également. Hop. Je vois. Jules, je te cède. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jules Beden, je vais me présenter rapidement. Je suis aussi chargé de coopération internationale en charge des échanges avec un certain nombre de pays, notamment l'Italie, l'Amérique du Sud, la Bulgarie, Chypre et le Portugal. Et je suis moi-même aussi ancien assistant, évidemment, en Espagne et au Portugal. Alors, la question porte sur l'évaluation, l'entretien d'évaluation que vous devez passer avec un professeur universitaire dans le cadre de votre candidature au programme. Cet entretien peut être assez court, mais il est indispensable pour que nous ayons un avis externe sur votre dossier de candidature, votre motivation, vos qualités en tant que futur potentiel assistant ou assistante de langue, mais également pour nous donner une idée de votre niveau de langue dans la langue du pays de destination que vous auriez choisi. Cet entretien doit être passé avec un professeur de votre université qui est capable d'évaluer votre niveau de langue. Donc, ces professeurs sont en général inscrits déjà sur la plateforme ADEL et selon les informations que vous aurez remplies, donc votre université de rattachement et la destination que vous aurez choisie, apparaîtra une liste de professeurs inscrits sur la plateforme que vous pourrez solliciter pour demander un rendez-vous pour un entretien d'évaluation. Si aucun professeur capable d'évaluer votre niveau de langue n'apparaît dans cette liste, vous pouvez évidemment solliciter un professeur qui ne serait pas encore inscrit sur la plateforme pour que celui-ci s'inscrive et puisse, après coup, déposer le résultat de son évaluation sur votre dossier de candidature sur la plateforme. Tout se fait par voie électronique, sauf évidemment le rendez-vous que vous pouvez avoir en présentiel ou à distance. C'est à vous après de fixer les modalités avec le professeur avec qui vous aurez été en contact.
pour certaines destinations et certains cas assez spécifiques qui sont évidemment mentionnés sur les fiches destination iDouane, il peut y avoir des dérogations à ce système-là. Et dans ce cas-là, il vous faudra présenter des lettres de recommandation et des justificatifs de niveau de langue dont la nature sera précisée sur les fiches destination. En général, une certification ou une attestation d'une école ou d'un professeur de langue qui nous permettent d'avoir une idée de votre niveau de langue. Je le dis bien dans des cas très spécifiques puisque évidemment ça ne concerne que les destinations qui acceptent des candidats qui ne seraient pas étudiants, ce qui est assez minoritaire. Voilà, je crois avoir répondu à la question. N'hésitez pas à demander plus de détails si ce n'était pas tout à fait clair. Merci Jules. Alors, on nous demande également, est-ce que il est indispensable de se connecter, de se créer un compte sur Adel? Donc oui, c'est effectivement, voilà, c'est vraiment la plateforme pour candidater. Obligatoirement, vous devez y créer un compte. Aucun dossier autre ou CV, lettre de motivation reçue par mail ne sera traité de ce côté-là. Et ensuite, dans la même veine, quelqu'un nous a demandé pourquoi il ne voyait pas encore les destinations sur son espace Adel dans la partie choix de destination. Ce sera ouvert à partir du 11 janvier. Donc, quand les campagnes seront ouvertes, l'appel à candidature vraiment ouvert, dans ce cas, vous verrez les destinations pour lesquelles vous êtes éligible. Jusqu'à là, il faudra patienter un petit peu. Pour le moment, vous en tenir aux fiches destination qui sont sur notre site, qui sont celles de l'année en cours. Attention, 2023-24, l'année scolaire actuelle. Et les fiches destination pour 2024-25 seront en ligne, en fin novembre, voire début décembre pour l'année prochaine. Donc, vous aurez un petit mois pour les bûcheter avant le lancement de la campagne en janvier. Alors, je regarde, en termes de questions, nous avions... Louise, oui, Jenny, il y a peut-être une question que je vois passer pas mal, qui est la question sur le cumul d'emploi. Donc, est-ce qu'un assistant de langue peut travailler à côté du travail en tant qu'assistant de langue? Et peut-être par la même occasion, on peut traiter une question similaire par rapport à est-ce qu'on peut étudier en même temps qu'être assistant de langue. Donc, je ne sais pas si Louise, tu veux répondre à cette question ou Jules éventuellement. On y va. Oui, alors merci Jenny. Concernant le cumul d'activités, donc là, c'est vraiment à vous de vous renseigner en fonction du statut que vous avez en France ou dans un autre pays. Certaines personnes sont auto-entrepreneurs ou dans un autre pays, de vérifier que c'est compatible avec le statut dans le pays en question. On ne peut pas vous faire de réponse, on va dire, générale, parce que le statut de l'assistant de langue dépend d'un pays à un autre. Par exemple, en Allemagne, l'assistant de langue française sera un étudiant boursier, un assistant boursier de l'État allemand. Au Royaume-Uni, il sera engagé par les écoles. Donc, le statut vraiment varie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous vérifiez que c'est compatible et que, en termes d'impôts aussi, renseignez-vous bien. Vérifiez le montant prévisionnel que vous gagnez à côté et ce que vous gagnerez en tant qu'assistant pour vérifier que ce soit bien compatible à ce niveau-là. Nous, on n'a pas de contre-indication à ce cumul d'activités. Ensuite, de vérifier aussi avec votre futur employeur qu'il accepte le cumul d'activités. En termes de statut étudiant en étant assistant, idem, ce n'est pas impossible, ce n'est pas incompatible, certains le font ou l'ont fait. Il faut bien avoir en tête que quand on est assistant de langue, on a un emploi du temps qui est donné par l'école où on travaille, l'école ou les écoles où on travaille. Et il faut vraiment penser à cela. Ce n'est pas l'école qui adaptera son emploi du temps pour vous
parce que vous faites des études en parallèle. Ce sera vraiment à vous de vous assurer que vos études, qu'elles soient à distance ou en présentiel dans la ville où vous travaillerez, est possible. Concernant voilà, donc à ce niveau-là, ce n'est pas impossible, vous pouvez avoir le double statut. Attention, cependant, nous déconseillons très fortement de cumuler étudiants Erasmus et assistants de langue, parce que vous n'aurez pas la garantie d'avoir la ville où vous avez obtenu votre place d'étudiant Erasmus. Et donc ça, c'est vraiment à garder en tête pour éviter les déceptions aussi. La flexibilité géographique est vraiment importante. Je ne sais pas, voilà, si Jenny, tu veux compléter à ce niveau, effectivement, en termes de, voilà, est-ce qu'on peut avoir, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions à ce niveau-là, est-ce qu'on a forcément son vœu numéro 1? Comment se passent les affectations au niveau région et ville? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est souvent, bien sûr, une question. Nous le comprenons, bien sûr. Donc, vous avez la possibilité de formuler des vœux régionaux dans votre dossier de candidature. Il y a quelques rares pays qui ont très peu de postes et en fait, l'unique poste peut se trouver dans une seule ville. Donc, bon, le choix de vœux régional ne se pose pas, évidemment, dans ce cas-là. Donc, évidemment, nous et nos partenaires, en cas de votre sélection, nous allons faire le maximum pour voilà, vous donner au moins l'un de vos vœux régionaux. Évidemment, si tout le monde demande Berlin ou Londres, forcément, nous ne pouvons pas malheureusement satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, on a eu des échos des assistants qui sont partis, que parfois même les villes peut-être moins connues ou en tout cas, voilà, peut-être des plus petites villes peuvent parfois fournir plus d'occasions de parler la langue du pays, de rencontrer moins de francophones et de s'insérer aussi dans la vie de ces villes. Et n'oublions pas que c'est tout aussi important pour les élèves des zones plutôt soit rurales ou même des petites villes pour avoir accès à cette ouverture culturelle, cette ouverture à l'international, parce que vous, en tant qu'assistant de langue, vous allez représenter la France, le français. Et pour certains, et notamment ceux qui sont peut-être un peu éloignés des grandes villes, peut-être ça va être pour eux la première fois qu'ils puissent rencontrer un ou une Française en vrai. Donc, c'est vraiment très important pour nous aussi et pour nos partenaires, bien sûr, d'avoir une variété d'établissements et pas uniquement des établissements dans des grandes villes. Mais bien sûr, si vous avez des raisons particulières, peut-être vous avez déjà une adresse sur place, vous pouvez l'indiquer dans le dossier et nous ferons le maximum, sans aucune garantie, mais en tout cas le maximum pour satisfaire ces vœux-là. On a peut-être aussi des questions sur l'année de césure et comment ça peut éventuellement marcher. Donc, je ne sais pas si Jules, tu souhaites aussi répondre à ça. Merci. Oui, alors c'est un point qui est lié aussi à la question précédente sur la nécessité d'avoir ou non le statut étudiant pendant votre séjour. On ne le demande qu'au moment du dépôt de candidature de manière générale. Et comme disait Louise, il n'y a aucune obligation d'avoir le statut étudiant pendant votre séjour en tant qu'assistante. Cependant, si vous ne connaissez pas ce dispositif, pensez à l'année de césure qui vous permet de conserver votre statut étudiant et votre inscription pour l'année suivant votre séjour en tant qu'assistant. Par exemple, vous êtes en L3 et vous souhaitez partir un an en tant qu'assistant de langue et reprendre vos études en M1 en revenant. Pensez à l'année de césure qui vous permet donc de garder un statut étudiant en France pendant cette année-là, qui vous permet de conserver votre inscription à l'année suivant votre année en tant qu'assistant, et qui vous permet aussi, donc, avec ce statut d'étudiant, de conserver certains bénéfices au niveau du Crous, des bourses, et de votre université aussi, qui peut aussi offrir des bourses de mobilité. Donc ça, c'est à voir directement auprès de votre université. Mais voilà, c'est un dispositif très intéressant, notamment pour les pays qui suivent le même calendrier académique que la France, puisque ça vous permet de partir en gros entre octobre et mai, disons,
selon les destinations, et de revenir, passer les vacances d'été et de reprendre en septembre dans la filière dans laquelle vous étiez inscrit préalablement. Les détails de la demande de l'année de césure, elles sont disponibles sur le site de toutes les universités. Donc, globalement, il faut d'abord réaliser votre inscription dans une filière pour l'année suivante, puis, une fois que votre inscription est réalisée, faire la demande de césure auprès de l'université dans laquelle vous étudierez après votre retour. Voilà. Merci, Jules. Il y avait une question, je ne sais pas si, voilà, j'ai vu que Marine y a répondu dans le chat, si on voulait l'aborder, le niveau qu'il faut avoir validé au moment du dépôt du dossier. Donc, voilà, certains demandent, est-ce que je suis actuellement en L3 ? Est-ce que je peux postuler pour une destination qui demande une L3 validée? Je ne sais pas si, Marine, tu veux compléter? Effectivement, comme je l'ai indiqué, en fait, ça va dépendre vraiment aussi des pays. Donc, il faut que vous regardiez bien les fiches destination. Mais en général, c'est indiqué pour la L3 que vous devez avoir la L3 au moment du dépôt du dossier. Donc voilà, si ce n'est pas votre cas, il va falloir que vous regardiez les pays qui acceptent une licence 1 ou licence 2, enfin un niveau d'études qui correspond à une L1 ou une L2. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voyais sur le niveau de, peut-être qui est intéressant, je ne sais pas si on en a parlé, sur le niveau de langue. Si on a besoin de présenter une certification officielle ou pas, notamment pour les non-étudiants, donc les non-étudiants ne vont pas être évalués par un professeur évaluateur, mais il faut qu'ils soient en mesure de prouver, de démontrer qu'ils ont bien le niveau de langue requis. Donc en général, c'est le niveau B1. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé de fournir une certification officielle type Cambridge pour l'anglais ou autre, ou du ciel, j'ai vu aussi également. Mais vous pouvez, par exemple, présenter une lettre d'un ancien professeur qui va attester de votre niveau, ou un relevé de notes si vous avez étudié la langue à l'université, ou encore vous pouvez également prouver que vous avez séjourné dans un pays un certain temps. Par exemple, si vous êtes parti en échange universitaire et que vous avez un document qui permet de le prouver, ça peut également être accepté. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur les différents justificatifs recevables pour ce point-là. Merci Marine. J'ai vu une question qui arrive assez souvent dans le chat et je pense que Louise l'a vu aussi. Donc, c'est les questions des bourses et cumul des bourses ou possibilité des bourses. Donc, voilà, Louise, je te vois à l'écran. Je te laisse prendre cette question. Merci. Oui, effectivement. Alors, il existe différents types de bourses. Je pense que beaucoup d'entre vous pensent aux bourses Crous notamment. En temps normal, normalement, ils ne sont pas cumulés avec votre rémunération d'assistant de langue. Nous savons que ça a pu exister par le passé. Je vous encourage vivement à vraiment vous renseigner au niveau de votre Crous pour savoir si c'est possible, pour ne pas risquer de devoir éventuellement rembourser une bourse que vous auriez perçue entre guillemets à tort, parce que les assistants de langue française perçoivent une rémunération pour leur travail. Donc souvent, ce n'est pas compatible avec les bourses du Crous. En ce qui concerne les autres aides financières, il n'y en a pas de la part de France Éducation Internationale ou vos universités de manière générale, mais sachez que vous pouvez vous renseigner au niveau des relations internationales. Parfois, il y a des aides pour le transport, et renseignez-vous également au niveau des
voilà, du département ou du conseil général et de vos villes. Parfois, les villes, les conseils généraux ou départementaux ont des aides à la mobilité pour les jeunes et peuvent, par exemple, vous aider à payer votre billet de train ou une partie du billet d'avion pour partir en mobilité à l'étranger. Voilà, c'est un petit peu les pistes qu'on peut vous donner. Sachant que pour les bourses, donc Crous, voilà, sur critères sociaux, en général, il faut avoir le statut étudiant pour continuer de les percevoir. Voilà, renseignez-vous bien, juste pour ne pas avoir la surprise de continuer de les percevoir, entre guillemets, à tort, à ce niveau-là. Voilà, pour les bourses. Hop, pardon, je lis les questions dans le chat en même temps. N'hésitez pas si vous envoyez. Oui, j'ai vu une question, peut-être, je ne sais plus si on l'a abordé, mais sur l'évaluation. Oui. Comment sont évalués les dossiers des candidats? Oui. Je ne sais plus. Voilà, et je vois aussi comment et sur quoi sont choisis évaluer les candidats. Faut-il avoir voilà. une moyenne minimale, par exemple? Alors, je continue, mais Jenny complète si tu veux, mais il n'y a pas de... Donc, nous, on ne va pas regarder votre niveau académique, on va dire, vos relevés de notes, les relevés de notes que vous allez mettre. Ce qui est très important pour nous, c'est que les critères qui sont fixés par nos partenaires soient respectés, à savoir, voilà, si un pays demande spécifiquement des candidats qui ont fait LLCE ou sciences de l'éducation ou biologie, etc., que ça soit bien respecté. Ensuite, on va regarder la lettre de motivation, bien sûr. Donc, une lettre de motivation, voilà, soignée et où on imagine vraiment qu'est-ce qu'on fera en tant qu'assistant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça va nous apporter voilà, aux établissements avec lesquels on va travailler. On va regarder le niveau de langue, bien sûr, il faut qu'il soit suffisant par rapport à ce qui est demandé. Et l'évaluation donc du professeur. Donc l'évaluation du professeur, si elle est faite sur Adèle, ce qui est vraiment demandé, donc le professeur va lui demander de donner son avis sur vos idées pédagogiques, votre capacité de vous adapter, votre envie aussi à partir. Donc un petit peu, tout ça. Sachez que c'est vraiment un projet qui doit se réfléchir, se préparer, personnellement, financièrement, un petit peu à tout niveau. Donc voilà, de bien anticiper tout ça. Et ensuite, c'est un petit peu ce qu'on regarde vraiment, lettre de motivation, expérience. On peut regarder aussi les expériences que vous avez eues par le passé dans, par exemple, l'animation ou l'enseignement, sachant que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un critère obligatoire d'avoir de l'expérience en animation ou en enseignement pour participer au programme. Alors, voilà, à ce niveau-là. Hop. Et alors, je rebondis sur une question que je vois, Jules l'a abordée tout à l'heure, mais où trouve-t-on la liste de professeurs qui sont sur la plateforme Adèle? Vous trouverez vraiment la liste des professeurs qui vous concernent pour votre université quand vous serez à l'étape donnée sur Adèle. Il n'y a pas une liste ouverte au grand public à partir de laquelle vous contacteriez tous les professeurs. C'est vraiment une liste limitée, selon ce que vous aurez rentré, votre université de rattachement, etc. Pensez que ça, c'est aussi très important. Pensez que ça se réfléchit, c'est un projet qui doit se penser dès maintenant, et la preuve, vous êtes là, donc c'est que vous y pensez déjà. Si vous avez en tête un professeur qui, vous pensez, peut soutenir votre projet, vous connaît, n'hésitez pas à le solliciter, pour que ce soit lui. Bien sûr, les enseignants peuvent accepter ou refuser d'évaluer les candidats selon leur temps, s'ils vous connaissent ou non. Mais commencez, vous pouvez déjà penser à vous renseigner au niveau de votre UFR maintenant. Est-ce que certains s'occupent du programme au niveau de votre UFR? Est-ce que vous pensez à un professeur qui vous a connu
l'année dernière ou il y a 2 ans et que vous aimeriez qu'ils soutiennent votre projet, c'est possible. Et si vous avez la possibilité, demandez des lettres de recommandation. Et là, bon, ça vaut pour ce programme, mais pour la vie en général, n'hésitez pas à le faire quand vous avez voilà, des expériences de travail ou d'études qui fonctionnent bien, à demander des lettres de recommandation qui peuvent vous servir voilà, de manière générale pour toute candidature que vous feriez. Alors, oui, Jenny. Merci, Louise. J'ai vu passer aussi 2 questions. Alors, la première concerne plutôt une question assez pratique par rapport au dossier de candidature. Dans quelle langue est-ce que les candidats doivent rédiger leur lettre de motivation? Donc, je répondrai tout de suite à cette question. C'est en général, c'est la langue du pays ou en tout cas la langue exigée sur la fiche destination. Donc, par exemple, pour la Chine, dont je m'occupe, c'est soit un niveau de chinois ou soit un niveau d'anglais exigé. Donc, en fait, si vous allez être évalué par un professeur de langue chinoise, votre lettre doit être aussi en chinois pour que ça soit logique. Et inversement, si c'est en anglais que vous allez être évalué, bon, la lettre doit être en anglais. Donc, voilà, ça, en général, la Chine, c'est un des pays avec un peu une double langue acceptée, mais sinon, c'est assez classique. C'est, voilà, l'Espagne, c'est la lettre en espagnol, bien sûr. J'ai vu aussi une autre question que peut-être Jules ou évidemment d'autres collègues pourraient répondre. C'est par rapport à, en fait, le niveau de, voilà, combien de candidats vont être sélectionnés, le taux de réussite des candidatures, etc. Peut-être tu peux nous donner quelques détails sur ça. Merci. Oui, alors, c'est difficile de donner une réponse générale puisque, bien évidemment, la réponse dépend de la destination que vous choisissez. Certaines destinations sont très demandées et proposent un nombre de postes moins élevé que le nombre de candidats que nous recevons chaque année. Et pour d'autres destinations, c'est l'inverse. Il y a parfois relativement peu de candidats par rapport au nombre de postes proposés. Donc, il est vraiment impossible de vous donner une idée. Enfin, une réponse générale. Sachez que le nombre de postes à titre indicatif est mentionné sur chacune des fiches destination et que les pays, disons, qui peuvent être parfois certaines années déficitaires en termes de candidats seront indiqués, enfin, ça sera mentionné sur la fiche destination. Voilà, donc certaines destinations, les plus demandées, évidemment, vos chances sont moindres, les moins demandées, vos chances peuvent être plus élevées, mais voilà, pas de règle générale. Et sachant, si je peux me permettre, pardon de compléter Jules, sachez, n'hésitez pas à demander vraiment la destination qui vous plaît le plus, qui vous intéresse. Il est arrivé que voilà, certaines destinations aient très peu de place et qu'on ait du coup très peu de postes, très peu de demandes, pardon, parce que les gens n'osent pas voilà, se lancer, essayer. Vous pouvez dans votre dossier indiquer les autres pays qui vous intéressent. Vous pouvez aussi le mettre dans votre lettre si vous voulez le mettre. Voilà, moi j'aimerais vraiment partir au Brésil. Si ce n'est pas possible, je suis ouvert à telle ou telle destination. Et on fera au mieux pour vous proposer un plan B si vous n'avez pas votre destination numéro 1. Mais voilà, n'hésitez pas à postuler pour la destination voilà, qui fait le plus vibrer, hein, si on veut dire. Vraiment, dès le début. Oui. Hop. En attendant, je ne sais pas, voilà, si vous avez une autre question, j'ai vu une question sur le statut étudiant au moment du dépôt du dossier. On demande vraiment le statut, voilà, parfois étudiant au moment du dépôt du dossier, c'est-à-dire donc actuellement, en l'année 2023-24, on ne vous demande pas le statut pendant l'année d'assistant de langue. Voilà, c'est très, très minoritaire. Ça peut être le cas si vous voulez que ça compte comme un stage. Mais sinon, sachez que à partir du moment où voilà, vous prenez votre poste d'assistant de langue en voilà, l'année scolaire 2024-25, vous n'avez pas l'obligation d'être inscrit à l'université.
Merci, Louise. J'ai une question qu'on voit plusieurs fois arriver, donc on va peut-être le redire. La question de est-ce qu'on peut candidater pour 2 pays? Alors, sachez que vous avez la possibilité dans Adèle d'indiquer une destination principale et ensuite une seconde destination qui vous intéresse et pour lequel, bien sûr, vous êtes éligible. C'est important. Mais sachez que, voilà, nous, FEI et nos partenaires, nous étudions les dossiers de tous ce qui concerne le premier vœu, donc le premier pays. Et c'est seulement si jamais il y a des postes vacants dans le second destination que nous pourrions éventuellement vous contacter pour vous proposer voilà, un poste dans cet autre pays. Ça arrive souvent. Chaque année, nous contactons les assistants, les candidats plutôt, qui ont été sélectionnés sur liste complémentaire pour leur proposer un poste peut-être ailleurs, par rapport à leur premier vœu, donc soit leur deuxième vœu ou même un autre pays qui n'ont pas été forcément indiqués, mais on ne sait jamais et parfois ça peut créer aussi des projets qui n'étaient pas à l'origine prévus, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette question sur les 2 pays. Oui, vous pouvez, mais sachez que c'est surtout pour le premier pays que nous étudions les dossiers parce qu'on a aussi beaucoup de demandes et donc en général, ça suffit pour la plus grande partie des pays pour trouver des candidats. Je continue peut-être avec des questions sur est-ce que certains pays vont être disponibles l'année prochaine. Donc, voilà, ça c'est toujours avec évidemment des situations géopolitiques ou autres. On l'a eu aussi bien sûr le cas avec Covid, que parfois malheureusement nos pays partenaires, nos partenaires dans les destinations concernées ne peuvent pas toujours proposer des postes d'une année à une autre. C'était le cas en ce qui me concerne pour la Chine. Pendant 3 années, la Chine n'a pas pu accueillir des assistants de langue française. Et maintenant, heureusement, le programme a été redémarré. Donc voilà, si en général, ce que vous pouvez voir, c'est si au moment de l'ouverture de la campagne, dans Adèle, toutes les destinations qui sont ouvertes vont avoir la possibilité dans Adèle de candidater sous condition bien sûr d'être éligible. Et si vous ne le voyez pas tout de suite, il se peut qu'après, ça peut arriver plus tard. Et dans ce cas-là, on fait une communication sur nos réseaux sociaux et voilà, on essaye de aussi cibler bien sûr et faire des communications auprès de nos partenaires dans vos universités pour annoncer éventuellement des nouveautés. Donc voilà, ça c'est peut-être une question. Je ne sais pas si la question concernait un pays en particulier, le Kazakhstan, Louise, qui gère ce pays. Donc je ne sais pas si éventuellement tu as des éléments supplémentaires. Pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, alors effectivement, donc le Kazakhstan a intégré le programme cette année. Il y avait 2 postes proposés. Il y a 2 personnes qui ont été sélectionnées, une personne qui a effectivement parti et a commencé sa mission à Almaty. Et pour le moment, à notre connaissance, c'est une destination qui sera ouverte pour l'année prochaine. Voilà, nous préparons la fiche destination. Et on ne sait pas encore combien de postes y seront proposés, mais sous réserve de réussite de cette première année qui est lancée, c'est une destination que nous proposerons. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Jenny Burke tout à l'heure, par contre, le Liban, quant à lui, pour le moment, le programme avec le Liban est suspendu en raison de la situation géopolitique actuelle. En destination arabophone, l'Égypte reste proposée et l'année prochaine accueille des assistants cette année et en accueillera l'année prochaine. Ce qui concerne les destinations arabophones. C'est vrai que nous avons aussi souvent la question pour des destinations russophones, donc sachez qu'il n'y a pas de programme avec la Russie.
et il y avait le programme avec la Biélorussie qui a été suspendu. Et voilà, nous espérons l'ouvrir avec l'Ouzbékistan pour ajouter voilà, la destination au Kazakhstan qui est déjà sur la liste. Donc, merci Louise. On a Voilà. le temps peut-être une ou deux dernières questions. Donc, je ne sais pas si nos collègues qui sont en train d'essayer de répondre, et merci pour votre compréhension, parce qu'on est certes pas mal en réunion aujourd'hui, mais vous avez de nombreuses questions et tant mieux. Mais on essaie de répondre au mieux. Mais peut-être le temps pour une ou dernière question, si les collègues ont vu passer quelque chose auquel voilà, on n'a pas répondu encore. Ou, oui, merci. On a plus de 140 voilà, questions qui nous sont arrivées. Donc, voilà, c'est beaucoup. On espère qu'on a répondu à la majorité d'entre elles. J'ai vu une question sur est-ce qu'on pouvait travailler en même temps qu'être assistant. Je ne sais pas si on a répondu à cette question. Oui, on a déjà c'est bon, répondu, d'accord. mais bon, on peut redire, parce que certains sont peut-être arrivés après. Pour rappel, ça dépend vraiment du statut de l'assistant de langue et du pays et de la réglementation en place. Donc, voilà, il a certaines considérations à prendre en compte. Ce n'est pas garanti que partout, vous pourrez faire ça. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte au moment de faire votre planification financière pour l'année, parce que n'oublions pas qu'une année à l'étranger, que ce soit en études ou avec ce programme d'ailleurs, il a toujours des frais d'installation et nous conseillons toujours un budget d'installation voilà, d'environ 1 000 €, voire un peu plus selon les pays. Et voilà, évidemment, voilà, même si évidemment les assistants de langue, l'expérience est rémunérée, il a quand même des frais de voyage, voilà, déplacement, etc. J'ai vu passer aussi une question concernant la langue, le niveau de langue demandé. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un niveau minimum dans la langue du pays si on est bilingue anglophone? Oui, le fait de très bien parler anglais ne remplace pas le niveau de langue demandé dans la langue locale du pays ou de la destination dans laquelle vous allez. Il y a seulement très peu de pays qui ne demandent pas de niveau dans la langue locale, et ce sont la Chine et Taïwan, la Bulgarie et Chypre. Merci Julie. Je pense que nous allons s'arrêter là parce que voilà, il est presque 13 h et vous avez sûrement des cours ou autre chose à faire. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt pour notre programme et voilà, pour toutes vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur notre site internet, nos réseaux sociaux. Nous avons également un robot conversationnel, un chatbot, et donc vous pouvez continuer à poser vos questions via le chatbot, nous contacter éventuellement pour des questions plus spécifiques qui ne se retrouvent pas dans le chatbot via l'adresse générique assistant@france-éducation-internationale.fr. Et sinon, nous espérons voir vos candidatures nombreuses à partir du 11 janvier 2024, en sachant que nous allons organiser une nouvelle visioconférence d'information en janvier. Et voilà, vous serez aussi informés via les réseaux sociaux. Et aussi, s'offrira une visioconférence spécifique à l'Allemagne pour ceux qui souhaitent découvrir cette destination. Donc, je vous remercie à toutes et à tous pour votre intérêt et voilà, nous restons bien sûr à votre disposition dans les mois à venir. Et encore une fois, les fiches destination que vous voyez aujourd'hui sur le site ne sont pas encore mises à jour, mais ça va être voilà, fait très prochainement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt, je l'espère. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.